et de l'inclusion LGBTQI+. Merci Geneviève pour être ici avec nous et bon, je te donne la parole. Merci. Eh bien, merci beaucoup Andreina et ravie d'être avec vous ce soir et de retrouver de si nombreux amis pour se parler d'un sujet qui est totalement d'actualité. Et c'est vrai que sur la question de la démocratie, aujourd'hui, on nous présente vraiment le monde comme avec d'un côté ceux qui défendent la démocratie et ceux qui finalement veulent détruire la démocratie. Et on le voit très bien dans ce conflit qui oppose notamment d'un côté je dirais Zelensky, l'Union européenne, de l'autre côté, Poutine, qui est maintenant suivi de Trump et qui conteste totalement cette façon de gouverner. Et en fait, pour moi, la première question, c'est qu'est-ce que la démocratie et pourquoi? Et je pense que plus qu'un objectif, parce qu'aujourd'hui on parle de la démocratie comme si c'était une fin en soi, mais la démocratie, pourquoi faire et qu'est-ce que la démocratie? Pour beaucoup, et ça c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée, notamment quand je faisais du plaidoyer. Je parle trop vite ou ça va? Non, ça va très bien. D'accord, vous me dites hein, si je Bon, parle pour moi, trop c'est très vite. bien. Voilà. Et ce qui m'avait beaucoup impressionné quand je faisais du plaidoyer, notamment pour Amnesty International, que ce soit auprès de représentants du ministère des Affaires étrangères, mais aussi d'ambassades ou d'autres institutions, c'est à chaque fois on me disait oui, mais on ne peut pas remettre en cause, c'est une démocratie. Et quand je posais la question, alors que visiblement en face, j'avais un dictateur, quelqu'un qui violait massivement les droits humains, on me disait, mais il a été élu démocratiquement, c'est-à-dire il a été élu au suffrage universel. Et là, pour moi, il y a le premier écueil. Le suffrage universel est un mode de scrutin qui permet d'élire des représentants, mais il ne garantit en rien qu'un régime ou qu'un système soit démocratique. Et la preuve, on l'a, combien de dictateurs ou de tortionnaires ont été élus au suffrage universel. Bien sûr, on pense toujours au cas le plus célèbre qui nous vient à l'esprit, c'est-à-dire celui d'Hitler. Hitler n'a pas fait un coup d'État pour arriver au pouvoir, il est passé par des élections, par le suffrage universel. Donc, c'est une condition qui peut être nécessaire, mais qui en aucun cas n'est suffisante. Le deuxième point, c'est que après, pour beaucoup aussi, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Et là, c'est assez intéressant parce que quand on revient aux origines de la démocratie, on s'aperçoit tout d'abord, déjà, on pense toujours à la Grèce antique, eh bien, on s'aperçoit que cela ne considérait que ne concernait que les hommes, plutôt bourgeois et riches, qui étaient athéniens. Et donc, c'était vraiment limité à un groupe de personnes qui avaient le pouvoir sur les autres. Les femmes n'avaient pas le droit de vote, les étrangers n'avaient pas le droit de vote, et ainsi de suite. Donc, c'était très limité. Et y compris en France, après la Révolution française, c'est-à-dire 1789, il a fallu attendre 1948 pour que les femmes aient le droit de vote, c'est-à-dire un siècle et demi après la Révolution française, qui soi-disant, justement, a instauré ce type de régime. Et finalement, euh, d'une part, donc, il faut bien s'assurer que tout le monde puisse voter et que tout le monde ait ce droit, mais surtout, et c'est là où pour moi il y a un autre écueil, c'est que si c'est le pouvoir du peuple par le peuple, il faut éteindre des micros. Si c'est le pouvoir du peuple par le peuple, c'est quel type de pouvoir? Parce que typiquement, un des soucis que nous pouvons avoir, et quand nous pensons, il y a un micro qui est ouvert, il faudrait le fermer parce que c'est très désagréable. Je ne sais pas qui a son micro ouvert. Et donc, si excusez-moi, je reprends mes esprits. Donc, si c'est le pouvoir du peuple par le peuple, mais quel type de pouvoir? Et une des questions récurrentes, et là on voit avec ce qui se passe par exemple aux États-Unis notamment,
quand on élit une personne ou un groupe de personnes sur la base d'un programme politique qui est parfaitement respecté, mais qui revient sur les droits fondamentaux d'une partie de la population, voire des pans entiers de la population, qui prend des décisions qui vont à l'encontre des droits, que ce soit des minorités ou pas, comme on le voit en ce moment aux États-Unis, en quoi en quoi cette démocratie nous apporte quelque chose. Et donc, pour moi, et j'en viens à ma définition peut-être à moi de ce qu'est la démocratie, c'est un système qui, de mon point de vue, doit garantir, mais c'est ma vision de la société, que la société dans laquelle nous sommes, dans laquelle nous vivons, garantit l'égalité en droit à tous les citoyens et toutes les citoyennes sans discrimination. C'est-à-dire que pour moi, la démocratie n'a de sens que si elle met en œuvre eh bien, les droits humains tels qu'ils ont été définis par la Déclaration universelle de 1948 et qu'elle va garantir à tous les individus, d'accord, qu'ils vont être des sujets de droit, c'est-à-dire qu'elle va garantir l'état de droit et notamment, et c'est là aussi où on revient à l'esprit de la Révolution française, c'est-à-dire que les personnes ne seront pas, non seulement elles seront égales en droit, mais elles ne seront pas soumises à l'arbitraire. C'est-à-dire que ce soit le gouvernement ou un groupe de personnes, ne pourront pas décider que telle ou telle personne a moins de droits, qu'elle doit être un peu un bouc émissaire, qu'elle doit être sacrifiée au bien commun. Et ça, pour moi, c'est majeur parce que un individu dans la société, eh bien, on doit lui garantir ce que c'était un des points essentiels de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, c'est-à-dire la sûreté. La sûreté qu'il ne sera pas arrêté arbitrairement, qu'il ne sera pas détenu arbitrairement, que s'il est accusé d'un crime ou d'un délit, il sera jugé euh, avec équité, avec un avocat, dans le respect du droit, et que sa condamnation soit respectée, d'autant qu'il est innocenté, même si le pouvoir voudrait le voir condamné. Et ça, pour moi, c'est important. C'est qu'une personne puisse se sentir véritablement dans ses droits et en sécurité et qu'elle puisse s'exprimer. Et ça doit s'appliquer à toutes les personnes dans une société, qu'elles soient riches ou pauvres, blanches ou noires, je dis pour simplifier, que ce soit des femmes ou des hommes, quelle que soit leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, quelle que soit leur religion, qu'elles soient en situation régulière et irrégulière. Et là aussi, j'y vois une des faiblesses de nos démocraties, entre guillemets, actuelles occidentales, où on voudrait par exemple que les personnes migrantes qui sont en situation irrégulière n'ont plus de droits. Et ça c'est absolument impossible. Donc, vous voyez, pour moi, cette question de la démocratie doit protéger les personnes. Maintenant, pour ce faire, il faut un système et il faut un cadre juridique qui définissent parfaitement, en fait, qui définissent parfaitement comment elle va fonctionner. Et on le sait aujourd'hui parce qu'on a suffisamment d'expérience, parce que sans compter la démocratie athénienne qui était très particulière, mais depuis 200 ans, on a pu voir ce qui était nécessaire. On sait aujourd'hui que le pouvoir exécutif doit être séparé du pouvoir législatif, qui doit être séparé du pouvoir judiciaire. C'est-à-dire qu'on doit avoir vraiment trois pouvoirs. Un, le Parlement qui va voter les lois, qui adopte le budget, qui définit, etc. Le gouvernement qui met en œuvre, et ça devrait être ça le sens, ce que définit le Parlement, et la justice qui est là pour pas. On a toujours l'impression que la justice, elle est uniquement là pour accuser le citoyen et le mettre en prison. La justice, elle est aussi là pour protéger le citoyen. Parce que si on est dans un système où justement les procès sont équitables, où la personne a le droit à un avocat, eh bien, on va protéger la personne.
les individus vont pas être condamnés à tort à des années de prison. Et là, je vois mes amis vénézuéliens, je vois Monsieur Mahmoud, qui est lui syrien. Vous savez parfaitement de quoi je parle quand je parle d'arrestation, de détention arbitraire, procès inéquitable, etc., etc., etc. Donc ça, déjà, il faut cela et il faut tout un système qui permette de garantir l'application du droit. Et à côté de ces instances, eh bien, il va y avoir ce qu'on peut appeler la société civile et qui est déterminante parce que on le sait très bien et on le voit très bien, si en démocratie, si dans un système où c'est le suffrage universel, ce qui est souhaitable, tous les citoyens et citoyennes sont appelés à voter, il y a là aussi des prérequis indispensables. D'abord, il faut un système d'information qui soit fiable. D'accord. C'est-à-dire que une presse indépendante, des journalistes qui peuvent faire leur métier et vraiment l'information est quelque chose de fondamental. On le voit et on l'a vu là récemment encore avec les élections aux États-Unis, mais je prends des États-Unis parce que c'est le derrière système qui est tellement évident où à force de fausses informations, de mensonges, eh bien, les personnes qui sont amenées à voter ne font pas un choix éclairé comme il se devrait en démocratie. Ce n'est pas un choix éclairé, mais c'est un choix qui est fait sur de fausses informations et qui conduit donc à faire élire des personnes qui non seulement mentent, mais présentent une réalité qui n'est pas la bonne et donc les solutions qu'elles proposent ne peuvent pas être les bonnes. Le deuxième point, c'est pour les citoyens d'avoir un minimum de droits. Et c'est vraiment là où on rentre dans les droits civils et politiques, c'est-à-dire être en capacité eux-mêmes de se présenter à des élections, de créer des partis politiques, de faire des associations, de faire aussi l'apprentissage de la démocratie. Parce que quand on crée une association, quand on développe, on fait des choix, quand on argumente, et puis quand on s'exprime, ça fait partie et c'est indispensable là aussi à la démocratie parce que si on n'a pas justement l'information, le fait de pouvoir organiser des débats, de pouvoir se présenter, de pouvoir échanger, de confronter les idées toujours dans le respect et les conditions que tu as données, Andreina, au début de cette conférence, justement sur le fonctionnement, les échanges, on peut se dire beaucoup de choses dès lors où on se respecte et on s'écoute et on avance. Et c'est comme ça aussi qu'on fait avancer la société. Donc, si on n'a pas ces espaces qui permettent aux citoyens d'échanger sur une base d'informations qui soit vérifiée, on peut mettre tous les suffrages universels qu'on voudra. L'expérience montre qu'on n'aboutira pas à un système qui sera protecteur des droits des citoyens et qui permettra le développement de la société. Donc, pour moi, ça, c'est essentiel et je pense que derrière, il y a aussi, bien sûr, l'éducation des enfants. Et quand on parle de l'implication et de, comment dire, hum, de comment il faut développer une culture de la démocratie. Vous me dites quand je dois m'arrêter, hein. Il faut, ça va, c'est bien, c'est OK avec je les me temps. suis dit 20 minutes, c'est trop, mais non, finalement, ça passe très vite. Non. Mais il faut une culture de la démocratie, une culture de la représentativité, de l'échange. Et ça, dès l'école, on peut l'acquérir. Et je trouve très intéressant que dans les classes, dès les petites classes, il y ait des représentants des enfants qui soient élus dans chaque classe et qui vont peut-être aller dire bah, finalement les repas à la cantine ne sont pas bons et qui vont aller négocier avec la directrice de l'école pour améliorer la qualité des repas. Je donne cet exemple parce que c'est anodin, mais la démocratie, c'est aussi le quotidien, c'est comment on s'en empare et comment on apprend à porter la voix, à recueillir la voix des autres, à porter leur voix, à négocier et à être utile aussi à la société. Et moi j'ai des exemples, on le voit de plus en plus dans les villes, par exemple à Paris, il y a le Conseil citoyen des enfants, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui sont élus et qui vont se réunir comme un conseil et vont
vont discuter de sujets très variés. Je parlais des menus dans les cantines, mais ça peut être aussi des activités extrascolaires. Ça peut être un certain nombre de choses sur les vacances pour les enfants dans la ville, sur les choses qu'ils aimeraient voir dans la ville. Donc, ben là aussi, ils représentent, ils débattent, ils consultent, ils font des propositions. Ça fait partie de cet apprentissage. Puis, il y a les associations. Euh, la vie associative, c'est vraiment le terreau de la démocratie dans les sociétés aujourd'hui, parce qu'elles se définissent, les membres de cette association élisent des représentants, un président, secrétaire, vice-président, trésorier, et derrière, ils vont débattre entre eux de leurs projets, de ce qu'ils veulent mettre en place. Et petit à petit, comme ça, ce dont je vous parlais, c'est-à-dire l'échange, le respect, la construction ensemble, animer des projets, et tout ça, c'est du terreau pour la vie démocratique. Parce que finalement, quand on, quand on parle de démocratie, je le disais, bon, c'est respecter les droits de l'individu, c'est respecter la société, c'est comment on intègre le bien commun, comment aussi on construit un projet commun. Sincèrement, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on puisse faire respecter les droits humains, faire la transition écologique, faire bon, un certain nombre de prendre des décisions importantes pour la société si nous ne sommes pas dans un système démocratique et s'il y a une tête qui impose tout ou une minorité qui impose tout aux autres. Ça doit être un échange avec toujours cette idée du bien commun derrière, sinon ça ne sert à rien. Et je pense que le meilleur moyen d'y contribuer, c'est bien sûr de nous investir dans les associations, c'est dans les associations de quartier, c'est de créer des liens et des lieux d'échange. C'est aussi être très vigilant par rapport à l'information qu'on diffuse, bien s'assurer que quand on répercute, quand on partage, c'est tellement rapide, on voit quelque chose sur un réseau social, on est choqué et puis tout de suite on le partage en disant c'est une honte et après on s'aperçoit que finalement c'était de la désinformation et qu'on a contribué à faire peur. Donc, bien s'informer, bien se renseigner, bien vérifier les informations que l'on partage et derrière aussi véhiculer le respect. Parce que, et je termine avec ça, c'est que nous sommes tous des êtres humains et si nous avons, bien sûr, il peut y avoir des criminels, il peut y avoir des gens qui commettent des actes horribles, mais notre objectif n'est pas de nous rendre justice, notre objectif n'est pas d'être violent dans la société. Pour ça, nous avons la justice. Nous, au contraire, nous devons développer des réseaux d'échange, d'interéchange, de construction, parce que c'est comme ça que nous protégerons. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Geneviève, pour cette magnifique intervention.